Bon, bah, on va attaquer. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir bravé Covid pour venir sur SIDO. On va parler, nous, sur cette conférence de mobilité intelligente, quelles solutions pour une expérience unifiée et simplifiée. Donc, en intervenant, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Samuel Aupetit, qui est fondateur d'ErgoCentre, Isabelle Jarniou, qui est la directrice générale d'Eurotech France, et Camille Vedel, qui est Mass Project Manager chez Transdev. Ils vont se présenter d'ici quelques secondes de manière plus complète. Voilà. Donc simplement pour introduire cette conférence. Quand on parle de mobilité intelligente, maintenant, on en arrive assez rapidement au MaaS. Donc, on va essayer de voir ensemble ce que c'est que le MaaS. C'est un concept qui a été initié la première fois sur une conférence, sur un congrès à Helsinki, sur la mobilité en 2014. Donc, pour ceux qui penseraient que c'est récent, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Et donc, MaaS, c'est Mobility as a Service. Concrètement, c'est quelqu'un qui doit se déplacer plutôt dans un contexte urbain. Il a un point d'origine, il a un point de destination. Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer de manière assez unifiée, peut-être sous forme d'un guichet unique d'ailleurs, comme enchaînement de moyens de transport, pour que tout soit facile et transparent pour lui. Alors, je vous propose, chers intervenants, de vous présenter assez rapidement pour qu'on puisse enchaîner avec les questions, s'il vous plaît. Alors, donc, Camille Vedel, chef de Mass Project Manager et notamment chef de projet sur Movizy, notre vitrine qui va sortir dans 3 semaines à Saint-Étienne. Je sais que nous sommes à Lyon, mais j'ose quand même faire une promotion pour la ville de Saint-Étienne. C'est pas très poli, mais j'y vais. Samuel Aupetit, j'ai fondé une société qui est très jeune, qui a 4-5 ans, autour d'une approche centrée utilisateur, centrée sur les usages. Voilà, on a beaucoup de slogans en ce moment sur l'humain au centre. Nous, on a essayé de le prendre à bras-le-corps, avec une équipe d'ergonomes, de psychologues, de sociologues. On est des scientifiques, sans blouse blanche aujourd'hui. Et puis une équipe de créateurs, de créatifs, de designers, qui permet de prototyper, de rendre concret les choses qu'on voit sous nous sur le terrain, dans l'objectif de rendre la techno, les robots plus humains, plus adaptés aux besoins du quotidien des gens. Oui, bonjour, Isabelle Jarniou. Donc moi, je dirige la filiale française du groupe Eurotech. Donc le groupe Eurotech va s'inscrire dans les projets, par exemple MaaS. On est une maille en fait d'un projet, parce que dans les projets MaaS, vous allez voir qu'il va falloir beaucoup de données qui viennent de beaucoup d'endroits. Donc Eurotech, on est spécialisé plutôt dans le matériel. On est là pour aller collecter les données sur le terrain, et toutes ces données sont nécessaires pour faire vivre le MaaS et pour alimenter les applications qui seront, par exemple, alimenter les applications qui seront développées justement par ErgoCentre. On est un collecteur et mise à disposition des données pour les applications de mobilité. Alors n'hésitez pas dans vos réponses à invoquer ou à parler des projets sur lesquels vous travaillez, notamment Camille sur Saint-Étienne, vous l'avez dit en introduction. Alors Camille, qu'est-ce que le MaaS ? C'est une question un peu à rallonge ou à tiroir. Qu'est-ce que le MaaS ? À qui s'adresse le MaaS ? Alors à la fois en termes de communes et de type d'utilisateurs. Et a-t-on une idée du pourcentage de diminution de trafic de la voiture quand on met en place ce type de service ? Alors déjà, pour répondre de façon exhaustive à cette question, je pense qu'on pourrait rester 4 heures dans cette salle, mais tout le monde a autre chose à faire. Donc déjà, pour présenter le concept de MaaS, j'ai l'habitude de poser une question, enfin en tout cas de vous demander de compter le nombre d'applications de mobilité que vous avez sur votre téléphone, et rapidement vous verrez que entre les calculateurs d'itinéraires du type Google, Citymapper, Moovit, entre les applications de taxi, G7, Uber, Captain, le covoiturage, l'autopartage et j'en passe, vous en avez rapidement une petite dizaine, une petite quinzaine. Donc, pour revenir en effet sur l'application de MaaS, il s'agit d'une application unique dans laquelle vous saisirez une seule fois toutes vos informations personnelles, une seule fois votre carte bancaire, et après vous pourrez utiliser ad libitum toute la mobilité présente dans l'application. Donc, vous n'aurez plus besoin de ressaisir à chaque fois votre permis, votre CB, etc. Donc, c'est vraiment faciliter l'usage avec une application, avec une ergonomie travaillée, etc. et l'accès à tous ces modes de mobilité. L'autre question était à qui s'adresse-t-elle ? En termes de type de commune et type d'utilisateur.
Alors, le marché est en train de se structurer. Enfin, de nombreux acteurs sont en train de se positionner sur le marché du MaaS. Certains ont des positions différentes. Ça va dépendre si on est plutôt sur du B2B, du B2G, du B2C. Par exemple, dans le cas de Transdev, nous, on est plutôt sur du B2G2C. Alors, c'est un terme un peu barbare, si je vous l'explicite. Nous, notre client historique, ce sont les collectivités, les métropoles, qui ont la compétence transport, auxquelles donc, on s'adresse d'ores et déjà en tant que transporteur public, et auxquelles on va encore s'adresser, et également donc, aux entreprises. Mais après, vous aurez d'autres entreprises qui auront des positionnements un peu différents. Et en termes de clientèle, Transdev se situe plutôt sur la mobilité quotidienne, qui représente 98% de nos déplacements, plutôt que la mobilité moyenne ou longue distance. Et donc une idée de la baisse de trafic routier quand on met en place un projet MaaS, un service MaaS? Alors c'est vrai qu'une des ambitions des projets MaaS est de réduire la part de l'autosolisme. Et en termes d'études, il y en a eu plusieurs, mais je ne vais pas m'avancer sur des chiffres parce qu'avec la crise sanitaire que nous venons de connaître et le bouleversement des modes que nous sommes en train de vivre, c'est compliqué de se projeter. Mais sans m'avancer, je pourrais dire que plusieurs millions, si ce n'est plusieurs milliards de déplacements trajets, de déplacements en voiture vont être supprimés grâce au MaaS d'ici quelques dizaines d'années. D'accord, merci. Samuel, quels sont les critères pris en compte pour proposer une offre de trajet plutôt qu'une autre? Alors, bien évidemment, on a en tête la vitesse, le temps, le tarif, l'impact carbone, mais aussi des sujets qu'on a peut-être moins en tête, la tranquillité des riverains, les commissions perçues, voire même la rentabilité des différents services. Ou les comportements de mobilité qu'on a l'habitude d'avoir dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Comment tout ça est géré par l'application? Vous, en tant qu'ergonome, comment vous traitez ce sujet-là? J'en ai pas la moindre idée. Bonne réponse. On n'est pas, je suis pas spécialiste du MaaS, c'est pas ma spécialité. Je suis pas un expert du MaaS et je veux pas l'être. Moi, à la base, je suis chercheur dans le domaine de l'ergonomie des transports et de la mobilité. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et on est plutôt, en tout cas moi, je suis plutôt expert de la méthodologie. On a plutôt tendance à regarder dans la littérature, il y a des bonnes pratiques, il y a des fondamentaux qu'on doit faire apparaître en termes de destination, en termes de carbone et ainsi de suite. Nous, on a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on demande aux gens. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les utilisateurs potentiels, on va aller les chercher, on va aller les faire participer à des ateliers, où dans ces ateliers-là, c'est eux qui ont la main. Des ateliers qui s'appellent par exemple tri par carte, je vais essayer de vous donner quelques billes. Tri par carte, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions, et c'est les usagers qui vont eux-mêmes positionner, hiérarchiser, prioriser les fonctions qu'ils veulent faire apparaître dans l'arborescence de l'application. Donc c'est une approche très 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 bottom-up, c'est celle qu'on vend en tout cas nous, parce que c'est des questions compliquées en termes d'ergonomie. On a plein de fonctions, plein de briques, plein de modules, et on doit pouvoir être adapté pour chacun. Donc du coup on leur demande. Mais en fait, il y a autant de parcours clients que de clients. Exactement. D'accord, merci. Et pour donner un exemple à nos auditeurs, par exemple, de jusqu'où on peut aller avec cette démarche-là, Isabelle, avec un simple capteur de comptage de personnes, quel type de service on peut mettre en place? Alors, pour donner un exemple, nous, Eurotech, on a gagné un marché pour les futurs métros du Grand Paris Express. Donc on va équiper la ligne 15, 16, 17, 18 du futur métro parisien de compteurs de passagers dans chaque rame des métros. Et donner un exemple, on peut se dire, tiens, à quoi ça sert de compter les passagers? En fait, il y a une donnée instantanée, c'est-à-dire que quand on va récupérer la donnée des gens qui montent à des arrêts, et même on peut même identifier les portes des métros, on va pouvoir alimenter des applications qui seront certainement reprises dans les solutions MaaS, qui vont pouvoir donner aux usagers le prochain métro, par exemple, il est plein, aller plutôt devant, aller plutôt derrière, le métro d'après, il est vide. Donc ça va permettre déjà une donnée instantanée de l'utilisation du métro. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand les gens descendent, on peut savoir aussi à quels arrêts ils descendent, et on va pouvoir aussi utiliser ces données-là pour savoir s'il y a assez de vélos, parce que le MaaS, c'est la modalité vélo, trottinette, taxi, par exemple. Donc on va pouvoir agréger ces données-là avec les autres services en descendant du métro. Donc on peut aussi aller jusqu'à quand vous avez des emplacements de magasins,
selon le flux et selon les horaires, les magasins vont pouvoir adapter le nombre de personnes dans leur magasin et aussi les publicités qu'il va y avoir dans le métro. Donc en fait, en comptant, ne serait-ce qu'en mettant un compteur de passagers dans un métro, vous avez le service pour le passager lui-même, pour savoir combien de personnes à instant T dans un métro, mais vous avez cette donnée qui, instantanément, peut servir pour beaucoup plus d'applications. Donc il y a la donnée instantanée et la donnée a posteriori qui peut être utilisée, c'est quand les opérateurs vont analyser ces données-là, ils vont pouvoir améliorer le nombre de métros, le nombre de voitures dans le métro, et puis aussi tous les services qui vont arriver dans les stations. Donc un simple compteur de passagers peut alimenter multiples applications qui peuvent être intégrées à une solution masse. Quand on voit ce qu'on peut faire avec un seul capteur, on imagine, en tout cas, on peut imaginer ce qu'on peut faire en croisant l'information de différents capteurs. Et du coup, les services qu'on nous propose actuellement sont un début de service qu'on peut nous proposer, j'imagine. On peut même croiser aussi les données météo avec le comptage de passagers. On a fait des tests avec des compteurs de passagers, ça va paraître fou, mais dans des toilettes d'aéroport. Parce que nettoyer des toilettes toutes les 2 heures, si vous avez personne ou si vous avez une grève ou une retard, ça ne sert à rien. Donc en mettant des compteurs de passagers dans des toilettes, on peut agréger par rapport à la météo, par rapport aux vacances scolaires, par rapport aux grèves, par rapport à tout ça, à des retards. Et on peut adapter les services en fonction de l'affluence en temps réel. Alors, quand on entend ça, on se dit qu'effectivement, on peut récupérer de l'information de différentes sources. Du coup, ce qui dit beaucoup d'informations dit beaucoup de parties prenantes. Quels sont les types de parties prenantes qu'on retrouve sur des projets masse et quel type de gouvernance on met en place? C'est quoi les bonnes pratiques, Camille? Alors, la position de Transdev en termes de gouvernance, c'est de dire que la collectivité a véritablement la gouvernance, c'est-à-dire que la compétence transport est entre ses mains et l'outil masse sera un outil qui va lui permettre justement de piloter toute sa politique mobilité et de savoir en temps réel où sont justement les principaux flux de passagers, avec justement toutes ces données et aussi des données liées aux capteurs, etc., qui nous permettent de connaître les flux et les principales OD, et aussi de savoir comment se positionne l'offre de mobilité des différents fournisseurs du territoire. Et peut-être justement de voir qu'il y a des trous dans la raquette et de dire à certains des fournisseurs, écoutez, on voit que là, il y aurait une demande, on aimerait créer une station d'autopartage, écoutez, on va vous accompagner, on va vous subventionner pour peut-être tester l'ouverture d'une station d'autopartage à cet endroit, parce qu'il y a une correspondance possible avec le réseau de transport public. Donc oui, la gouvernance pour nous, c'est la collectivité. Et l'avantage, c'est que en disant cela, les partenaires de mobilité sont rassurés. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, le MaaS est vu comme une opportunité par certains, mais comme une menace par d'autres. De se dire, je vais être intégré dans une application globale, je vais être en confrontation directe avec d'autres modes de transport qui vont peut-être me prendre des clients. C'est-à-dire que peut-être le prestataire d'autopartage va dire, moi, en fait, mes clients, ils vont partir parce qu'ils vont se rendre compte que le vélo, c'est mieux. Voilà, un exemple par exemple, et vice-versa. Et ils sont encore plus réticents quand il y a plusieurs fournisseurs pour un même mode. Si vous avez plusieurs fournisseurs de trottinettes, voilà, ça peut être vu comme une menace. Au contraire, nous, notre message, c'est de dire c'est une opportunité parce que c'est la collectivité qui le porte et son intérêt, ce n'est pas justement de vous plomber et de faire en sorte que vous fermiez votre business. Au contraire, elle est là pour vous supporter et encourager justement tous ces modes-là qui créer tout un écosystème et qui vont servir au dernier kilomètre, qui vont être peut-être plus utilisés en effet selon le temps, selon s'il y a des grèves, etc. Donc, c'est notre message de dire c'est porté par la collectivité et elle est là pour vous aider et valoriser votre mode et faire en sorte qu'ils soient encore plus utilisés. D'accord. Et alors, toutes ces informations, Isabelle, bien évidemment, il faut les récupérer de systèmes différents, avec sans doute des architectures différentes. Comment on fait pour recueillir toutes ces données et non, juste une dernière question, bien évidemment, puisque les questions de cybersécurité, c'est un petit peu tarte à la crème, mais elles font partie de tous ces sujets-là, et c'est essentiel. Comment on gère tout ça? Alors, on ne va pas pouvoir parler de ce sujet en 2 minutes. Oui, par j'imagine. contre, au niveau des infrastructures, l'important, c'est d'être dans des infrastructures les plus standardisées possibles, ne pas être dans il faut que ce soit absolument ouvert à l'évolution aussi des standards, utiliser le maximum de protocoles de communication standards et sécurisés.
Et puis au niveau de la cybersécurité, on voit bien que la cybersécurité doit aller de bout en bout, c'est-à-dire que du capteur jusqu'à... Alors nous, on amène les données aux applications métiers, aux portes des data centers, mais il faut savoir sécuriser la collecte de données. Donc le matériel qui va être installé sur le terrain pour récupérer les données, ce matériel-là doit aussi être sécurisé, parce que récupérer des données, même si quelqu'un va, par exemple, hacker un capteur, par exemple, c'est pas très grave, mais si on importe des données qui valent rien dire dans le MAS, le service ne sera pas rendu. Donc il faut être capable de sécuriser ce qu'on appelle end-to-end, du capteur jusqu'au data center, en fait, les données. Et ça, il faut que les fournisseurs soient compliant avec des normes. Il y a de nouvelles normes comme l'IEC 62443. Il y a plein de normes, des nouvelles normes qui sortent pour sécuriser cet univers IoT et pour rassurer aussi les acteurs, parce que dans le monde de l'IoT, on est un petit peu parti tous azimuts il y a quelques années, et maintenant il faut pouvoir développer tout en étant rassuré sur les systèmes de sécurité. Donc les sociétés, souvent, elles doivent montrer une norme 27001, par exemple, et puis même le matériel lui-même doit être sécurisé avec des composants qui vont chiffrer, par exemple, tout ce qui est authentification. Donc on a même des composants hardware de cybersécurité. Et du coup, ces données-là, parce qu'il y a une préoccupation, à juste titre d'ailleurs, de plus en plus grandissante des populations, de savoir où sont stockées les données et qui y a accès, quelle est la part que peuvent avoir les GAFA dans tous ces sujets-là. Du coup, les données sont stockées où ? Alors, nous, on a dû changer un petit peu notre fusil d'épaule, en fait, avec les années. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait de la collecte de données sur le terrain. Aujourd'hui, pour répondre en fait aux problématiques de stockage de données des clients, les clients veulent les données dans leurs infrastructures, dans leur cloud. Donc en fait, généralement, on va proposer aux clients d'installer notre plateforme cloud de récupération de données dans leurs infrastructures réseau. Donc ils peuvent choisir un cloud privé, mais l'utilisation des GAFA en mode SaaS, pour ces applications-là, nous, on a vu que les clients n'y étaient pas favorables. Donc on a souvent on a dockerisé notre plateforme cloud, par exemple, pour pouvoir l'installer dans l'infrastructure des clients. Soit ils ont leur propre data center et on va l'installer chez eux, soit ils veulent qu'on utilise un cloud privé, et dans ce cas-là, ils choisissent leur cloud et on va l'installer. Donc le mode SaaS, le mode... c'est pas le bon mode, on est plutôt en mode on-premise, c'est-à-dire le client veut avoir ses données dans ses infrastructures. Alors, je fais un petit aparté, merci, ça me permet de faire un petit aparté lexical. Donc, pour ceux, j'imagine que c'est connu de beaucoup d'entre vous, mais B2C, c'est business to consumer, donc c'est plutôt pour le grand public. B2B, business to business, c'est les entreprises. B2G, ça, je découvre. Government. D'accord, ok. Et dockeriser un cloud ? Alors, c'est pour la flexibilité des dockeriser, c'est tout simplement mettre un programme complexe dans un container, un Docker, un container, pour faciliter son installation dans des infrastructures réseau. Donc avant, si vous voulez, pour donner un exemple, avant d'installer notre plateforme il y a une dizaine d'années, dans un cloud privé d'un client, ça pouvait coûter 100 000 €. Maintenant, ça coûte 15 ou 20 000 € parce qu'on a dockerisé, donc les efforts d'installation sont plus light. D'accord, super, c'est très clair. Et c'est standard, voilà. Merci. Alors, question un peu compliquée pour vous, Camille. Encore ? Oui. Quelle est la fourchette d'un budget moyen d'un projet MAS ? Alors, je sais que c'est toujours une question compliquée, mais je ne lâche pas mes intervenants sans avoir au moins une fourchette. Et peut-on travailler par itération ou plus simplement module fonctionnel les uns derrière les autres pour lotir un peu l'investissement de départ qui peut être conséquent ? Alors, je vais faire référence à un film. Ça dépend, ça dépasse. Donc, ça dépend de ce que le client veut, en fait. Si on est en effet sur une collectivité qui souhaite avoir un MAS, c'est-à-dire une brique avec un calculateur d'itinéraire intermodal, plus un canal de paiement pour tous les modes, plus un compte unique, plus un service client, plus des campagnes de marketing personnalisées, bien évidemment, on est sur une offre complète qui sera plus cher que si on est simplement sur un calculateur d'itinéraire avec du ticketing pour le transport public. Donc ça va véritablement dépendre de la taille des collectivités, de leurs besoins. Par contre, le message que Transdev porte, c'est de dire demain,
ça n'a peut-être pas de sens que toutes les collectivités se lancent azimut dans un MaaS complet. Au contraire, des collectivités de taille moyenne ont peut-être plus intérêt déjà de consolider l'offre de leur territoire dans un calculateur d'itinéraire multimodal avec du ticketing. Et l'étape d'après sera bien évidemment de mettre un canal de paiement unique pour tous ces modes-là, mais déjà de commencer par cette partie-là. Et on va les accompagner dans ce parcours. Donc, désolé Thierry, ça dépend. D'accord. Alors, comme je vous avais dit, je ne vous lâcherai pas tant que j'aurai pas de montant. Mais pour poser la question différemment, à partir de en deçà de quel montant ça vaut pas la peine de se poser la question? Quel budget minimum, en tout cas, il faut imaginer poser sur la table pour commencer à se poser la question, même de la première brique? Une fourchette, hein, c'est vraiment pour avoir une idée d'ordre de grandeur. On est en dizaines de milliers d'euros ou Voilà. centaines de milliers, Très bien. dizaines ou centaines. Au début, on va dire dizaines, et pour arriver sur le MaaS complet, centaines de milliers. Ouais. D'accord, c'est Voilà. parfait, c'est exactement ce que je voulais. Samuel, vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, en termes d'ergonomie, il y avait beaucoup de choses qui venaient de la part des utilisateurs, mais en tant qu'expert quand même du domaine, et puis avec le parcours scientifique qui est le vôtre, est-ce que vous avez repéré des bonnes pratiques, alors certes sur le design de service, mais aussi surtout sur le design d'application, donc l'UI, sur le design d'interface? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'il faut avoir en tête pour pas perturber les utilisateurs? Oui, il y a des bonnes pratiques. Il y a un certain nombre, si on navigue sur le web, de guidelines, d'heuristiques, de standards en ergonomie des interfaces homme-machine, ergonomie d'IHM. Donc on peut respecter. Il y a une norme ISO aussi, 92, 400, je ne sais plus combien, de 2010. Et on peut se documenter à partir de ça, c'est intéressant. Ça donne déjà de bonnes billes et ça permet d'éviter des pièges assez classiques en termes de perception, en termes d'organisation des environnements digitaux. Première chose. Après, si votre question c'est sur des bonnes pratiques en termes de design d'expérience, et du coup vous avez dit service digital et tout ça, et je trouve que c'est intéressant. C'est peut-être pas le lieu, mais on fait très très souvent référence à uniquement le digital qui est une des portes d'entrée, un des points de contact. Et l'expérience dépasse ce point de contact-là. C'est-à-dire que globalement, l'expérience MaaS, elle n'est pas uniquement centrée sur le point de contact digital. Donc, juste cette remarque-là. Après, en termes de bonnes pratiques, 3-4 bonnes pratiques. La première, c'est d'aller voir les utilisateurs et pas que les clients. Et ça, souvent, on confond très très souvent les deux choses. Concrètement, pour un projet MaaS, le client, ça peut être la collectivité qui a une idée, souvent très bonne, souvent peut-être un peu moins bonne, Challengeant. voilà, des utilisateurs, de leurs pratiques, des profils utilisateurs qui risquent d'être intéressés par le MaaS. Nous, pour faire un peu de pub, on développe des outils de design thinking, de formalisation des personas, par exemple, vers les néophytes pour formaliser assez rapidement des parcours utilisateurs des personas. Ça, c'est une première approche, aller voir l'utilisateur. Deuxième chose, c'est de prototyper rapidement. C'est-à-dire, on ne va pas attendre d'avoir un produit fini, d'avoir tout bien fait, tout développé pour prototyper. Et là, on intervient à ce moment-là et on se rend compte que ça ne va plus. Mais les possibilités de changement elles sont un peu limitées à ce moment-là. Et de tester souvent. Avec de vrais utilisateurs, tester l'interface, tester le service, leur demander ce qu'ils en pensent. Et globalement, on va dépasser un petit peu le bon sens et ce qu'on pense quand on est porteur de projet. Voilà. Si je peux ajouter une dernière chose, c'est la notion de parcours. Tout à l'heure, vous l'avez dit Camille, la notion de parcours est hyper importante. Parcours utilisateur. Juste pour illustrer ça, on vient de collaborer avec un grand constructeur français autour de la navette autonome, navette collective autonome. Et la centration était uniquement sur la navette en elle-même, l'habitacle, le superviseur, la navigation, la délégation de conduite et ainsi de suite. Nous, on a travaillé sur le parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après. Et on se rend compte que finalement, ce qui se passe avant, c'est-à-dire à quel moment j'ai une application et je peux dire où je suis, où est-ce que je sais où est la navette, comment je prends mon billet, comment je rentre dedans. Et à la suite, comment je suis fidélisé, quelle expérience je rencontre, comment je paye, et ainsi de suite. Tout ce parcours utilisateur-là, qui est pas la notion centrale, puisqu'on s'intéresse souvent au cœur, mais on se rend compte que l'expérience globale de la personne, elle est au cœur, mais elle est aussi avant et après. Voilà. Et ça, souvent, on le met de côté. Camille ? Et juste pour compléter, je suis complètement d'accord. C'est vraiment un process itératif et on peut toujours améliorer en fait le parcours client qu'on a fait, etc. Et à guise d'exemple, une bonne pratique qu'on a mise en place sur Movizy, c'est justement la participation des citoyens en fait.
qui ont fait partie d'un panel de bêta-testeurs qui ont eu accès à cette application d'avant-première, qui l'ont testé, qui nous ont fait remonter à la fois des bugs, mais aussi des améliorations en termes de parcours, en disant, moi je trouve que ça serait plus intuitif de faire de telle et telle sorte, avec, toujours pareil, toute proportion gardée, on peut changer des choses, mais on ne va pas non plus tout révolutionner du jour au lendemain. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu, voilà. Merci. Alors Isabelle, tout à l'heure, vous avez parlé de l'enjeu de récupération des données dans les systèmes hétérogènes, mais quand on a préparé ensemble la conférence, vous avez attiré mon attention effectivement, sur un sujet qui est celui de la maintenabilité en conditions opérationnelles de fonctionnement de l'ensemble de ces systèmes. Comment on fait pour s'assurer que les données soient fiables et soient fiables surtout dans le temps ? Alors déjà, on évite de bricoler. Voilà, déjà, on prend des sociétés qui peuvent qui peuvent proposer du matériel industriel éprouvé. C'est-à-dire que quand on est dans la récupération de données, par exemple dans le transport, on va récupérer des données, par exemple dans des bus, dans des trains, dans des trams. Ça, c'est dans le transport. Mais ça peut être aussi à l'extérieur, dans des gares, pour de l'affluence. Donc, on va avoir des données dans des environnements de chaleur, de vibration, de choc, voilà, différentes. Donc déjà, le matériel qui va récupérer les données doit être robuste. Et pour ça, donc, quand c'est transport ferroviaire, tout ça, ça doit répondre à certaines normes. D'accord ? Donc là, il y a déjà ça. Et puis ensuite, comme souvent, quand on récupère des données sur le terrain, on fait aussi ce qu'on appelle du edge processing. C'est que plutôt que d'envoyer bêtement les données dans le cloud, on fait quand même généralement on prédigère les données. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre à jour à distance les applications qui sont déployées, ce qu'on appelle sur le terrain. Et pour ça, en fait, il est très important de pouvoir administrer à distance, en fait, ce qu'on appelle des gateways. Et puis, toutes les données, effectivement, quand les données sont traitées, généralement, il y a une sorte d'intelligence artificielle qui va pouvoir détecter une déviation dans les données. Par exemple, dans les trains, ce qu'on est en train de travailler sur ce projet-là avec le Grand Paris, si à un moment donné, ça se met à compter des données complètement farfelues dans les métros, ça va envoyer une alerte et on va pouvoir prendre à distance la main sur les capteurs pour voir ce qui se passe. Donc, il y a de toute façon, on traite les données, on les envoie, mais il y a aussi une sorte d'intelligence qui va essayer de détecter les déviations des données récoltées. Voilà, et ça, il est très important de pouvoir administrer à distance tout ce qui est déployé sur le terrain pour récolter la donnée et avoir du matériel fiable pour éviter de rajouter de la panne à des choses qui sont censées améliorer le service. Voilà. D'accord. Alors, Samuel, pareil, quand on a préparé l'intervention d'aujourd'hui, vous avez attiré mon attention sur le fait que souvent, on vous demande un petit peu de venir à la fin des projets pour mesurer l'expérience utilisateur. Et vous m'avez dit que c'était à la fois frustrant et pas forcément très efficient sur le déploiement des services. À quel moment doit-on intervenir ou en tout cas doit-on vous solliciter sur les projets et puis quel est le pourcentage du budget qu'il faut allouer à une intervention comme la vôtre et où je ne vous lâcherai pas sans avoir une fourchette de la même manière. Qu'est-ce qu'il faut garder quel est le bon pourcentage du budget global il faut allouer à ces questions de design de service et d'ergonomie globale? Sur les projets masse, mais les projets de manière générale, et en particulier sur la mobilité, on intervient très tard. On intervient plutôt en aval sur l'expérimentation, où on a des gens qui sont assez forts en ergonomie chez nous pour mesurer aussi bien l'utilité que l'utilisabilité. Enfin, vous savez, l'utilité dans quelle mesure ça répond à un besoin. Et l'utilisabilité, est-ce que c'est suffisamment désirable, suffisamment compréhensible, perceptible pour la plupart des gens. Donc on est sur ces deux axes-là et on a développé des questionnaires. Il y en a qui sont d'ailleurs accessibles sur le net, des questionnaires qui permettent de mesurer ces différentes choses. Lorsqu'on se rend compte que c'est un problème d'usage, d'utilisabilité, c'est souvent un problème d'interface ou de compréhension. Là, on peut assez facilement jouer dessus, comme vous l'avez dit, des bêta-testeurs qui nous disent tiens, on ne comprend pas le wording, on ne comprend pas le mot, ça devrait être placé plus haut dans l'arborescence et c'est important, donc on va le faire. Quand c'est un problème d'utilité, sur quelques projets, on s'est rendu compte qu'il y avait une inadéquation entre le besoin des vrais gens, des vrais utilisateurs
et puis la solution qui était émise, là on est un peu plus embêté. Enfin, nous en l'occurrence pas trop, mais plutôt le porteur de solution est bien embêté. Donc évidemment, plus on fait confiance, alors vous me direz, je suis aussi, c'est un argument commercial, hein, mais évidemment, plus on fait confiance à l'humain, plus on l'intègre dans la boucle dès le départ, plus on peut réduire les coûts de développement et tout ça. Il y a, pour répondre en termes de chiffres, parce que j'ai cherché quand même, Merci. Il y a des études américaines qui ont montré plusieurs choses, qui ont montré qu'une intégration un peu approfondie de l'utilisateur, c'est-à-dire compréhension des usages, des personas, design thinking, prototypage, test utilisateur, permettrait de réduire entre 35 et 50% des coûts de développement. C'est-à-dire qu'on demande aux développeurs de faire du dev, et de ne pas faire de l'expérience utilisateur, de ne pas faire de l'arborescence, de ne pas faire de la conception graphique, et ils se centrent sur le développement. Donc ça économise du temps de développement là-dessus. Une réduction de 40% des cycles de conception. Et puis aussi, évidemment, toutes les problématiques d'acceptabilité. Ils ont montré qu'il y avait 70% des produits IoT qui étaient mis à la poubelle, on va dire, pour parler ça comme ça, sur des problèmes d'acceptabilité, sur des problèmes d'usage. Dans ceux qui tirent à la poubelle, 70% sont liés à une moindre préoccupation de l'utilisateur. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres, hein, j'ai bien répondu. Sur la réduction des coûts. Ça, c'est des coûts. Après, j'ai juste essayé de chiffrer en fait, globalement la prise en compte de l'utilisateur. Je me suis rendu compte sur nos projets que globalement, à 5% du coût total du projet, de miser sur l'UX, sur le prototypage, sur l'exploration d'usage, on arrivait déjà à avoir un premier niveau de prise en compte de l'humain et de réduction de ce que je vous ai proposé après. Donc c'est un chiffre un peu à la louche, mais qui reflète à peu près ce qu'on fait nous en termes d'expérience. Camille, c'est ce que vous retrouvez dans vos projets aussi? Alors non, je n'avais pas donné de chiffres. Moi, je ne donne pas de chiffres. Celui-là, pas de souci. La question n'était pas pour moi. Oui, tout à fait. Non, pour rebondir sur ce que Samuel a dit, parfois, en effet, il y a un hiatus, un delta entre ce que le fournisseur de solutions apporte et ce que les clients attendent. Et des explications possibles, c'est aussi que la volonté de vouloir se démarquer. Si je le dis autrement, nous, dans notre projet, quand on a justement commencé à construire, à réfléchir sur ce parcours client, sur justement une application de mobilité, en fait, la difficulté, c'est de se dire mais comment faire mieux que les concurrents, en sachant qu'une application de mobilité, on s'attend à ce qu'elle soit map-centrique, c'est-à-dire que la première page soit la map. Bon, mais déjà, quand vous partez avec ce postulat de départ, c'est compliqué de faire autrement, tout en faisant quelque chose de simple, de bien, de mieux. Et d'autant que maintenant, tout autant nous tous, nous avons des standards d'utilisation. Nous utilisons tous Google Maps ou Citymapper ou d'autres, et on a des attentes. Et donc, ça devient peut-être aussi difficile d'innover en sachant que les clients sont exigeants et ont des attentes. Et les clients sont de plus en plus exigeants parce qu'ils sont de plus en plus de références, ils sont de plus en plus dans l'instantanéité. Avant, on pouvait accepter qu'il y ait un peu de lourdeur, un peu de temps de charge, maintenant il faut exactement tout. Les GAFA ont optimisé un petit peu les temps, donc on attend aussi pas mal l'instantanéité et on a beaucoup plus de références qu'avant, effectivement. Pour différencier, c'est plus compliqué. Alors, quels sont les freins et les bénéfices d'un service mass dans la période particulière Covid qu'on vit aujourd'hui? Alors, ils sont plusieurs. Notamment dans le cadre de l'application qu'on va sortir prochainement à Saint-Étienne, qui est notre vitrine de notre savoir-faire, sera présent un module de crowdsourcing, encore un terme anglais. Autrement dit, donc la possibilité pour les clients voyageurs de signaler en temps réel le véhicule n'est pas passé, il y a un problème sur la ligne, etc. Et ça va également servir pour dire la ligne est bondée, on ne peut pas s'asseoir, les distances ne sont pas respectées, etc. Donc le MaaS permet déjà d'avoir ce niveau d'information-là sur les transports publics et de permettre à l'utilisateur de se rabattre sur une solution, une alternative en fait, de dire moi concrètement j'ai pas envie de prendre le bus s'il est bondé. Mais j'ai un accès rapide et simple à d'autres solutions de mobilité autour de moi, donc je vais pouvoir facilement me rabattre et arriver à l'heure à mon travail, dans mon université, etc. Donc c'est une des solutions que le MaaS permet justement, avoir une information en temps réel sur le service, sur le niveau de service et sur les alternatives possibles.
Samuel, je peux rebondir sur ce que dit, bien sûr. sur ce que dit Camilla. À un autre niveau, nous, en fait, on est en train de mener un projet avec des universités et puis le ministère de l'Intérieur, des délégations de la sécurité routière, autour des études des usages de cyclistes, vélo assistance électrique, trottinettes traditionnelles et trottinettes partagées. J'en profite, c'est à Lyon et puis à Paris. Juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, on suit 120 personnes. On va dire c'est pas beaucoup au regard de ce que vous faites, mais nous c'est très qualitatif. On suit 120 personnes dans leur trajet quotidien, avec une caméra soit sur la tête, soit ici. On enregistre l'entièreté de leur parcours. On a la position GPS, on a la vitesse, on a plein de données sur leur position. On a l'ensemble de leur trajet. On a des entretiens avec eux, on dépouille toutes les vidéos, on a une très bonne connaissance de leurs usages. Alors c'est assez rigolo, hein, j'aurais dû vous montrer une vidéo de ce que font, mais vous savez un peu, hein, les trottinettes Teur. Voilà. Ce qu'on peut voir par rapport au Covid, c'était la question que vous posiez. Ce qu'on est en train de voir là, on a mesuré, en fait, on a fait une campagne d'études juste avant l'année dernière. Et ils nous ont redemandé une campagne d'études cet été-là pour voir justement les modifications, les reports modaux qu'il pouvait y avoir. Juste ce qu'on voit là, est-ce que vous disiez de privilégier aussi les nouveaux modes de mobilité ont été doux, c'est vachement intéressant. On a plein de gens qui étaient sur ces modes doux, type trottinette, VAE, vélo assistance électrique, et qui sont confortés dans leurs usages, et qui du coup mettent de côté totalement les transports en commun, s'ils peuvent, bien sûr. Il y a ceux qui se sont mis à ce nouveau mode doux, et qui pose un certain nombre de problèmes dans les nouveaux aménagements. Il y a beaucoup plus de densité, des gens qui ne savent pas forcément faire du vélo, qui ne savent pas vraiment faire de trottinette. Mais il y a plein de complexité là-dedans aussi. Les transports collectifs sont aussi mis de côté. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, à 95%, privilégient, ont peur de la proximité humaine dans les transports collectifs, mais n'ont pas peur du tout de prendre des trottinettes partagées par tout le monde. Et ça, c'est vraiment 95% de la population qu'on a. On peur de la proximité, mais pas du tout de toucher quelque chose qui peut être partagé à d'autres. Donc du coup, tout ça au détriment finalement des transports collectifs, aussi bien sur Lyon que sur Paris. Pour l'instant, c'est les résultats qu'on a. Donc c'est intéressant en termes de masse aussi d'avoir ces nouveaux usages, ces nouveaux utilisateurs pour coller aussi à cette nouvelle mobilité. Après, je voudrais juste rajouter quelque chose, rien à voir. C'est juste que là, toutes ces études, le confinement a eu lieu en mars. On a eu mars, avril, mai, juin, magnifique. On est en été. Et je pense que tous ceux qui ont pris les vélos, ouais, super, vélo, trottinette, marche à pied, tout ça, ils vont peut-être revenir quand même au transport en commun quand en plein hiver, l'automne, il pleuvra, il neigera. Je pense qu'on va revenir un peu aux modes normaux. Enfin, voilà, ça peut vous rassurer parce qu'on a beaucoup parlé de l'amour des nouveaux modes de déplacement, mais je pense que l'hiver va peut-être freiner un peu. Voilà. Bonne remarque. On a une vague cet été qui va finir mi-septembre et on aura une troisième vague cet hiver. De voir aussi si la saisonnalité, elle est plus forte que le Covid pour les transports collectifs. Alors, et pour finir, et après on prendra peut-être une ou deux questions là dans la salle, quels sont les indicateurs clés qu'on peut mesurer pour définir si on a fait un bon projet masse ? Ça dépend. Ouais. Encore une fois, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que du point de vue de l'intégrateur, lui, son objectif, ça va avoir un nombre de téléchargements et une note sur les stores élevée. D'un point de vue de la collectivité, ça va être de voir l'augmentation de l'usage des différents modes et de l'intermodalité. Donc, véritablement, ça dépend en fait de qui, où on se positionne en fait. Il y a plusieurs critères à évaluer. Et vous évaluez, on vous demande d'évaluer les critères donc, des différents angles où on a quand même une priorité sur l'utilisateur. C'est-à-dire que nous, en tant que Transdev, on a une double, triple casquette, on va dire, dans le sens où on est opérateur du réseau de Saint-Étienne, pour parler encore de Saint-Étienne. Donc on va regarder de très près toutes les données qui concernent en effet le transport public, mais on va aussi regarder, puisqu'on est opérateur de cette plateforme masse, voir si on a un nombre de téléchargements qui continue d'augmenter, le nombre d'usagers, le nombre d'usages par mode, puisque c'est notre objectif, c'est vraiment de faire augmenter tous les usages de tous les modes.
Transdev, donc via sa filiale Cityway, a développé ce produit. Donc Cityway va regarder plus le nombre de téléchargements, etc. aussi, et les retours qualitatifs sur l'application. Et encore une fois, notre client, c'est la collectivité. Donc on va aussi regarder toutes ces données d'intermodalité pour justement satisfaire notre client. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je vais me déplacer, alors pas trop près, mais pour prendre peut-être une ou deux questions du public. Qui est-ce qui a une question ? Je vous tiens. Moi, j'avais une question pour Camille. Là, visiblement, là, quand vous parlez de la municipalité de Saint-Étienne, ils ont fait le choix d'avoir une app, mais ils auraient pu faire le choix de mettre les données en open data. Et on parlait tout à l'heure de Maps, par exemple, qui fournit des informations de trajet avec le prix potentiellement. Ça existe pour Londres, par exemple. Qu'est-ce qui les a fait opter pour le choix d'une application plutôt que de l'open data ? Merci. Oui, en effet, ce sont des choix qui sont en train d'apparaître sur le marché. Il y a des collectivités qui sont en train justement de privilégier cette approche-là. Dans le cas de Saint-Étienne, c'est un petit peu particulier parce que nous, on a, comme je vous le disais, cette double casquette, opérateur du réseau de transport et maintenant opérateur du MAS. Donc ça s'inscrit plus dans une logique où justement on a accompagné le réseau de Saint-Étienne sur une première application qui s'appelait déjà Movizy en 2016, puisque Saint-Étienne a été ville hôte pour l'Euro de football et elle souhaitait mettre à disposition des visiteurs un calculateur d'itinéraire multimodal à l'époque et une seconde application d'un ticketing. Et si vous voulez, dans cette logique-là, comme je vous le disais précédemment, on a accompagné la collectivité dans la montée en gamme de vous avez déjà ces briques fonctionnelles-là, on va vous accompagner jusqu'au MAS. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi cette approche-là. Une autre question ? Pardon. Je vous tiens le micro. Oui, pour Camille également. Comment vous expliquez qu'en Suisse, déjà depuis de nombreuses années, alors certes la Suisse est beaucoup plus petite que la France, mais depuis de nombreuses années, déjà chez eux, on peut acheter via Internet un ticket pour traverser le pays qui nous permettent en un achat d'utiliser plusieurs exploitants, plutôt de transport en commun. Pour l'instant, ce n'est pas forcément adossé à du mode doux, vélo, etc. Mais c'est quand même déjà un 80% masse. Pourquoi on n'a pas déjà pris en compte leur technicité pour aller plus vite ? C'est vrai qu'on pourrait s'inspirer de différents pays qui ont eu des approches réussies. Alors malheureusement, malheureusement ou heureusement, hein, mais le modèle français est différent, le contexte politique également. Et vu la diversité des acteurs, c'est en effet complexe. Hein. Déjà aujourd'hui, pour un acteur comme Transdev, proposer demain le paiement des billets SNCF, ça serait super. Ça va être compliqué. Donc la SNCF aura le monopole. Donc c'est pas faute de vouloir, je pense. C'est juste que le marché et la structure politique est une entrave à suivre l'exemple suisse. Donc je vais remercier nos intervenants. Donc Samuel Aupetit, Isabelle Jarnoux et Camille Wedel. Ils sont à votre disposition. Alors en évitant bien évidemment les phénomènes en respectant les consignes de distanciation sociale, mais n'hésitez pas à vous rapprocher et à venir les solliciter si vous le souhaitez. À la fin de cette conférence. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents et merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci.